Cette émission a la grande chance d'être soutenue par Little Green. Vous savez, cette marque anglaise, spécialiste en peinture et papier peint éco-responsable de haute qualité. Cette entreprise familiale, partenaire du National Trust, l'équivalent en Angleterre de nos monuments historiques, a vraiment à cœur de donner une nouvelle vie aux motifs du passé et de proposer des couleurs uniques, modernes, à la fois profondes et subtiles et bien couvrantes. Pour ça, ils utilisent des pigments naturels, en grande majorité et en grande quantité, qui apportent une vraie différence sur l'intensité de la teinte. Les finitions sont nombreuses, intérieures, extérieures, peinture à l'huile, pour sol, résistante à l'eau. Leurs produits sont durables et respectueux de la santé et de l'environnement. Bref, c'est une très belle marque qui soutient aujourd'hui Décodeur. Merci Little Green. Bienvenue dans Ding Dong, la nouvelle émission de Décodeur, votre podcast déco. Dans Ding Dong, on va parler conseils pratiques, trucs et astuces pour la maison. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque épisode, j'inviterai un expert qui répondra à 10 questions sur une thématique bien précise, ces fameuses interrogations du quotidien qu'on a tous un jour ou l'autre. Petits espaces, salle de bain, sol, couleurs, rénovation. Je lance le sujet sur Instagram, vous m'envoyez vos questions et on essaye d'y répondre ici, tout simplement. Bonjour à tous, premier épisode de Ding Dong. Je suis hyper contente parce que j'aime beaucoup l'idée de ce nouveau format et j'espère que ça vous plaira aussi. Alors, notre première experte est Camille Herman, qui est architecte. Bonjour Camille. Bonjour Hortense. Alors, si vous la connaissez pas encore, vous pouvez la suivre soit sur Instagram sous le pseudo Camille Architecture ou sur son site et notamment son blog où elle partage plein de jolies photos des chantiers qu'elle réalise avec toujours la petite idée déco décryptée en plus ou pas que petite idée déco parce que qu'il s'agisse de rénovation, de plans électriques, de circulation de la lumière, d'optimisation de l'espace, de planches tendance ou encore d'aménagement sur mesure, ça fait 20 ans que Camille accompagne ses clients pour un projet à leur image. Et c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup dans son univers. Donc, je suis certaine qu'elle ne va pas manquer de conseils pour toutes les questions du jour qui tournent autour du thème « Aménager un appartement familial ». Est-ce que tu es prête, Camille ? Prête pour donner des conseils à toutes les familles qui ont besoin de s'installer. Juste avant de commencer, je l'ai toujours pas dit, mais je remercie Métaphore qui nous accueille aujourd'hui. Métaphore, c'est un nouveau concept qui est génial, qui est né avec la pandémie pour s'adapter aux nouveaux modes de travail. C'est un lieu, en fait, que les entreprises et les pros peuvent louer pour se réunir en vrai, et donc plus sur Zoom ou dans une quelconque salle de réunion un peu austère, pour un séminaire, un comex, un team building, ou même pour signer un contrat important. Ici, on est bien accueillis, on est comme dans un appartement, avec une entrée, salon, salle à manger, cuisine, tous les espaces sont modulables, spacieux, confortables. Bref, c'est une nouvelle dimension pour les rencontres professionnelles, et c'est très inspirant comme cadre de travail. Camille, ça t'inspire ? Ouais, on est hyper bien installés, il y a une jolie lumière, ils sont hyper accueillants quand on arrive. Ouais, c'est donc, vrai. Je pense qu'on est au bon endroit. Alors, c'est parti. La première question qu'on m'a posée sur Instagram, alors j'ai fait un petit choix de toutes les questions que j'ai reçues. En Feng Shui, on entend souvent qu'il faut que l'entrée soit accueillante. Mais c'est quoi une entrée accueillante ? Comment faire rendre son entrée accueillante ? Alors, une entrée accueillante, quand on est une famille, c'est une entrée dans laquelle il y a du rangement. Parce que, principal problème quand on a des enfants, c'est que quand ils arrivent, ils balancent leurs chaussures, ils balancent leurs blousons, ils balancent leurs cartables. Et qu'il faut essayer de trouver un espace pour chaque chose. Donc, ça nécessite, dès le départ, d'essayer d'intégrer le maximum de rangement dans cette fameuse entrée. Après, si elle est rangée, elle est beaucoup plus feng shui que si elle est en bazar total. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des penderies pour que les enfants et les parents, qui sont aussi en général, font partie du bazar, puissent accrocher leurs affaires. Et souvent, essayer aussi de penser à un principe de banc, coffre, pour que les enfants puissent mettre aussi facilement des chaussures, un skateboard, un cartable s'il faut, comme ça au moins on fait pas ses devoirs. Et ça traîne un peu moins de tous les côtés. Donc une entrée feng shui, c'est une entrée rangée pour moi. Comment faire cohabiter un garçon et une fille de 11 ans, donc plutôt préado, dans la même chambre ?
Il faut essayer d'arriver à faire 2 zones différentes. Alors, c'est pas évident, surtout si c'est garçon-fille, d'avoir 2 ambiances au même endroit, mais c'est hyper important que ça soit personnalisé, chacun dans son coin. Ça, c'est la meilleure chose. Après, moi, je dis, pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, il faut pas hésiter à faire une séparation presque physique des choses. C'est là où la verrière, elle a tout son avantage. C'est que, OK, il y en a un qui est peut-être en second jour par rapport à un qui est plus proche de la fenêtre, mais au moins, si ça peut permettre que le soir venu, on puisse fermer la porte entre les 2 espaces et qu'ils soient chacun de leur côté, c'est hautement apprécié par les ados. Ça leur permet de pouvoir écouter leur musique s'ils ont envie, ça leur permet d'être dans leur univers. Et sur la verrière, on peut mettre des principes de rideaux de part et d'autre. Et comme ça, ils s'enferment chacun dans leur coin et c'est plutôt pas mal. Donc, ne pas hésiter à refermer un espace si on peut le faire et à personnaliser pour que chacun soit dans sa partie et qu'elle soit bien différente l'une de l'autre. Et la verrière, qu'on puisse l'ouvrir, la fermer ? Verrière qu'on puisse ouvrir et qu'on puisse fermer avec une porte, ça c'est l'idéal. Après, si on peut pas faire ça parce que la pièce est trop petite, au moins un coin verrière qui sépare. En fait, il faut arriver au moins à séparer le coin nuit. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'ils se voient quand ils sont chacun dans leur lit, si on doit donner un truc. Au moins, quand ils se voient pas, ils se ressentent moins. Ça, c'est important. Donc, la verrière, ça peut être cette zone de séparation entre les deux, par exemple. Ça peut être un bloc de rangement si on n'arrive pas à faire autrement. Mais comme on n'a pas toujours 2 fenêtres dans une pièce et que la logique des appartements ou des chambres ou dans les maisons, c'est plutôt une fenêtre par pièce, au moins la verrière, ça peut permettre d'avoir un second jour pour celui qui est plus loin de la fenêtre. Et c'est plus pratique. Ouais, et lit mezzanine, non. Pas lit mezzanine, lit quand il y en a un au-dessus de l'autre, là. Si, alors lit mezzanine, c'est quand il y en a un au-dessus de l'autre, mais alors là, je le déconseille fortement parce que déjà dans ces âges-là, c'est un coup à s'engueuler quand il y en a un qui monte, quand il y en a un qui descend, celui du haut qui fait du bruit, qui bouge, qui embête celui du bas, etc., etc. Non, il vaut mieux dissocier les 2 coins nuit. Ça, c'est super important. Mais effectivement, dans la logique d'avoir un lit surélevé, ça, c'est plutôt pas mal parce que ça peut permettre de faire des zones de rangement en dessous ou voir un coin bureau si on a un peu de hauteur. 3e question, quelle déco reco quand la pièce principale est orientée nord ? C'est la meilleure lumière, en fait. Le nord, c'est la lumière la plus stable. Alors, c'est pas une lumière chaleureuse du tout, puisqu'il y a par définition pas le soleil qui rentre dedans directement, mais c'est la lumière qui ne bouge pas. Donc, en déco, finalement, c'est vachement mieux parce que quand on va aller choisir, admettons, un faux blanc qui tire un peu vers le jaune ou qui tire un peu vers le rose, avec une lumière du nord qui est stable, il aura toujours cette même tendance. Et il va pas évoluer au cours de la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que des couleurs qui ont des pigments rouges ou des pigments jaunes à l'intérieur, avec la lumière chaude du soleil, elles changent complètement. C'est vraiment 2 ambiances selon qu'il y a de la lumière qui rentre directement du soleil qui rentre directement à l'intérieur. Donc finalement, la lumière du nord, elle est froide, mais elle est stable. Donc ça permet de pouvoir jouer avec plein de couleurs différentes sans se dire, tiens, comment est-ce que ça va évoluer avec ce côté soleil qui change tout, en fait. Donc moi, j'aime bien la lumière du nord. Ah ouais. Et c'est pas forcément un défaut. Ah ouais. Et quel type de couleur ? On met quand même de la couleur si la pièce est bien sombre ? sûr. Il faut essayer. Justement, la couleur, ça va réveiller s'il n'y a pas beaucoup de lumière, ça va réveiller. Et puis, il faut pas hésiter aussi, si la pièce est sombre, à faire une zone sombre dans la pièce. Parce que justement, sur un mur sombre, dans une pièce sombre, si on met des éléments de couleur, si on met un tableau qui a de la couleur, si on met des céramiques qui ont de la couleur, des coussins, tout de suite, on voit que ça. Alors qu'on aurait tendance à se dire que c'est le blanc qui va apporter la lumière, non ? Oui, mais parfois, il ne faut pas aller chercher de la lumière quand il n'y en a pas. Donc, il faut plus aller chercher justement la couleur et faire ressortir quelque chose. Et puis surtout, on joue sur l'éclairage aussi, dans les pièces qui ont peu de lumière. Donc, il y a plein de trucs à trouver. Ce n'est pas forcément la mort du petit cheval, le fait d'être avec une lumière du nord. Ah, bonne nouvelle. 4e question. Quand on récupère une salle de bain à la suite d'un achat, qu'elle est propre mais pas très actuelle, comment l'optimiser ? Il n'y a pas pire que ça. Parce qu'en fait, elle est en bon état. On se dit qu'il ne faut pas mettre d'argent dedans parce qu'elle a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça et que c'est peut-être pas la priorité de chacun. Mais en même temps, souvent, c'est moche. Alors, il y a des trucs très simples sans se lancer dans des grands travaux. C'est-à-dire que changer du carrelage, ça peut vite devenir hyper compliqué. En revanche, changer un meuble vasque, c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en général, c'est dissocié, c'est fixé au mur, ça s'enlève. En termes de plomberie, c'est pas non plus hyper compliqué. Et ça peut quand même changer toute l'organisation de la pièce. Ça peut rajouter du rangement.
Il n'y a pas toujours suffisamment de rangement dans une salle de bain. On peut tomber sur des meubles du commerce de toutes les grandes marques, qui sont les grands distributeurs, qui sont très bien. Ça peut donner un coup de modernité aussi, sans avoir à tout refaire. Donc ça, c'est une première chose. Après, jouer sur la couleur aussi, c'est-à-dire ne pas hésiter à repeindre les murs. Si le carrelage est un peu tristoun, ne pas hésiter à mettre de la couleur aussi sur les murs et aussi à jouer sur des couleurs sombres. Ça peut donner un côté très moderne. Si la pièce est bien éclairée, même si on repeint avec des murs sombres, ça change tout. Puis on attire l'œil sur cette partie-là. Le carrelage est toujours pas terrible, mais on attire l'œil sur autre chose. Donc c'est plus de la déco, et en même temps, ça permet pas de se perdre dans un énorme budget dans une salle de bain qui existe déjà et qui est pas trop moche. Et l'éclairage ? L'éclairage, le mieux c'est toujours d'avoir 2 types d'éclairage, mais ça dépend un peu justement du plan électrique de départ. Si on a la chance d'avoir 2 types d'éclairage, c'est-à-dire un éclairage au-dessus du lavabo, au-dessus de la vasque, en forme d'applique souvent, ou qui est dans une ancienne armoire avec un miroir rétroéclairé ou ce genre de choses, et un éclairage en plafond, à ce moment-là, c'est l'idéal parce que on peut très bien aller jouer sur une jolie applique, garder l'éclairage en plafond, changer, mettre juste un principe de spot sans avoir de faux plafond, mais juste un spot qu'on va aller rajouter qui sera pas très moche. Et il y a plein de marques qui font ça, des trucs très jolis, tout discrets. Et puis, ça va tout changer parce qu'on va avoir enlevé le côté peut-être plafonnier un peu ringard qu'avait mis le précédent. Ou télétravailler ailleurs que sur la table de la salle à manger. Alors moi, j'ai envie de dire dans son lit, mais c'est pas du tout un bon conseil. Mais c'est tentant. Je pense que souvent, l'entrée est une zone... oui, la question sous-entendue, c'est où installer peut-être un petit coin bureau. Le coin bureau dans l'entrée, ça marche bien, mais il faut pas avoir besoin de télétravailler au moment où les enfants rentrent ou partent, parce que c'est la zone de transit et que c'est vite très compliqué. Mais en même temps, c'est un endroit qui est pas trop utilisé, donc qui peut être pratique. Si elles peuvent se refermer, c'est bien. Donc ça peut être une zone de télétravail un peu temporaire. Quand on n'a pas le choix, souvent on met un bureau dans sa chambre. Mais là, il faut savoir bien ranger tout pour que le soir venu, on n'ait plus du tout l'impression d'être dans une zone de télétravail. Parce que sinon, il n'y a rien de pire. Je vois ça chez pas mal de gens qui me demandent justement de venir transformer ce problème-là. Et ils ont tout installé, il y a les écrans d'ordinateur, il y a l'imprimante et tout. Et là, je leur dis, non, mais alors en Wi-Fi, l'imprimante, déjà, on va la sortir d'ici. Et puis, il faut que votre écran, on puisse le cacher le soir venu, parce que sinon, vous avez l'impression de dormir dans votre bureau. Donc, la chambre, ça reste l'endroit de repli idéal, parce qu'on peut téléphoner aussi, parce que souvent, on peut fermer la porte et qu'on peut avoir du calme. Comparé à l'entrée qui, elle, n'est pas calme, mais qui est une zone qui est aussi plus vivante. Alors, ça dépend aussi peut-être du travail qu'on fait, si on est beaucoup au téléphone ou pas, ou si on a besoin de se concentrer d'une certaine manière. Mais non, il ne faut pas toujours rester dans la salle à manger. Et dans le salon, comment on peut se créer un petit coin bureau dans le salon ? Ça, c'est tout de suite plus du sur-mesure, de la menuiserie ? Oui, le mieux, c'est d'essayer de trouver un espace pareil qui fait que le soir venu, on peut aussi l'enlever, le cacher, le masquer, le déplacer. Mais le salon, il n'y a pas toujours suffisamment de place. Une fois que les salons sont installés, entre le canapé, la table basse, la position de la télévision qui est souvent dans le salon, on n'a pas toujours quand même la place nécessaire pour pouvoir mettre une petite table de travail. Il faut voir selon chacun. Et encore une fois, si le salon est au milieu de la pièce de vie et si les enfants arrivent à 4h30, c'est le bazar. Donc la chambre, ça reste quand même souvent l'endroit le plus pratique. Et toi, ton conseil que j'entends, quand même, c'est de camoufler tout ça le soir. Ah ouais, pour pas avoir l'impression. Tout le monde n'a pas Enfin, il y a plein de gens qui travaillent sur leur portable et qui peuvent juste fermer leur portable, mais il y a d'autres gens qui ont aussi besoin d'avoir un écran un peu plus grand parce qu'ils ont besoin de voir des choses plus précises. Et là, il n'y a rien de pire que de voir son écran toute la journée. Oui, il faut déconnecter. Question 6. Comment avoir une cuisine pas trop chargée ? C'est vrai que c'est vite le bazar dans une cuisine. Pour avoir une cuisine pas trop chargée, il faut avoir le plus de rangement possible. C'est contradictoire, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que quand on voit les photos dans les magazines, les cuisines où il n'y a rien, c'est pour la photo. Parce que on est d'accord. On a tous besoin, hélas, d'avoir des trucs dans la cuisine. Donc, plus on a de rangements bas, pratiques, avec des tiroirs dans lesquels on peut ranger extrêmement facilement. Mais quand je dis on, c'est tous les membres de la famille réunis. Si on peut ranger facilement dans un tiroir, tout se passe bien et il n'y a pas beaucoup de choses qui traînent sur le plan de travail, si ce n'est les choses qui sont indispensables et auxquelles on ne touche pas, le grille-pain, la machine à café, la bouilloire. Si on peut ranger. Donc en fait, une cuisine bien rangée, c'est une cuisine qui est hyper fonctionnelle.
C'est ça le plus important. C'est d'avoir aussi des colonnes de rangement dans lesquelles on peut mettre des choses à l'intérieur facilement. Bref, il faut faciliter la vie de chacun pour que chacun puisse ranger le matin au petit-déj la boîte de céréales plutôt que de la laisser traîner sur le plan de travail. Si elle a sa place dans un placard, c'est facile de mettre dans le placard. Et les placards hauts, c'est un peu étouffant, non ? Et en même temps, avec des étagères qui recèlent de plein de trucs, c'est compliqué aussi. Les placards hauts, c'est hyper étouffant. Moi, j'évite d'en mettre au maximum. Ou alors, je fais une zone de placard haut, mais que j'essaye de dissocier. Enfin, quand j'ai plus d'espace, j'essaye d'avoir une zone de placard haut. Mais je préfère avoir une zone d'armoire, en fait, pour en mettre un maximum et de pas avoir justement de placard haut au-dessus du plan de travail. Parce que je préfère avoir une étagère sur laquelle je pose pas grand-chose, mais là, il faut aussi se restreindre et savoir ne pas poser grand-chose, plutôt que d'avoir des placards hauts juste en face de moi dans la figure. J'aime pas trop ça. Et le côté pratique, moi, je trouve pas ça plus pratique d'aller ranger un verre en hauteur que de le ranger dans un tiroir si le tiroir est accessible. Bonne réponse. Bonne pioche. Bonne pioche. Quel est l'intérêt d'une tête de lit ? On en voit partout, mais est-ce que c'est utile ? Si oui, vaut-il mieux l'acheter ou la faire ? Alors, il y a un intérêt majeur à la tête de lit. C'est qu'on enlève les tables de chevet. Parce que ça permet de pouvoir poser des choses dessus. Ah oui, la tête de lit rangement. La tête de lit rangement. Souvent, la tête de lit, elle a une épaisseur, donc ça me permet de poser mon bouquin au-dessus, mon téléphone à charger, une petite lampe, une bouteille d'eau si j'ai envie d'avoir une bouteille d'eau. Donc en fait, ça permet d'enlever les tables de chevet sur les côtés. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se prendre les pieds dans une table de chevet, pas réveiller la nuit, le matin, ou de faire tomber un truc parce que c'est à un moment où on se lève, il y a la couette qui retombe dessus, l'oreiller, le machin. La tête de lit, c'est hyper utile, hyper pratique, parce que c'est derrière. Donc déjà, c'est dans une zone où on bouge un peu moins. Et ensuite, si on s'est bien organisé, qu'elle soit du commerce ou qu'on l'ait faite sur mesure, elle est suffisamment épaisse pour pouvoir poser des choses et pour enlever justement tout ce qu'il y a autour. C'est pas une question d'hygiène, la tête de lit, du tout. Moi, je me suis demandé ça 2 secondes de me dire, tu vois, t'as les oreillers qui sont contre le mur, c'est pas très propre, ou c'est très déco, non ? Non, pour moi, c'est vraiment un gain de place. Et souvent, les chambres sont pas très grandes, que ce soit dans les maisons modernes ou dans les appartements. Et les chambres des parents, en tout cas, c'est vraiment là où on essaye de gagner de la place au maximum et on essaye de mettre le plus de rangement possible. Donc, si le fait de mettre une tête de lit, ça permet de mettre une énorme zone de rangement pas très loin, parce que j'ai gagné l'espace des tables de chevet qui me gênent quand j'ouvre la porte du placard, il faut faire une tête de lit. Et c'est facile à faire. N'importe qui peut la faire s'il a envie de la faire. Il faut juste bricoler de l'électricité pour la faire ressortir au bon endroit. N'importe qui, quand même. Non, alors déjà, dans le commerce, il y en a plein qui sont hyper standardisés, mais après, c'est pas très compliqué. C'est quand même très facilement 4 morceaux de bois qui sont fixés au mur. C'est tout, qui sont assemblés, qui sont fixés au mur. C'est pas une grande difficulté. C'est pas d'une grande difficulté. Ok. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Question 8, c'est quoi un éclairage sympa dans le salon ? Un éclairage sympa dans le salon, c'est un éclairage... Alors, c'est plusieurs types d'éclairage. Parce que dans le salon, on peut avoir besoin de chercher la télécommande. Ça peut durer très longtemps. Donc là, on est content d'avoir un éclairage en plafonnier qui permet de la retrouver plus vite. Et c'est bien aussi d'avoir un éclairage qui est divers et varié et qui provient de plein de lampes différentes. Après, ce qui peut être bien, quand on peut se permettre d'y penser au moment où on conçoit son salon, c'est d'avoir un interrupteur qui va permettre d'allumer et d'éteindre toutes ces petites lampes qui vont être reliées les unes aux autres plutôt que d'aller éteindre lampe par lampe, ce qui peut être un peu contraignant. Mais donc, ce qui est bien, c'est d'avoir 2 types d'éclairage. Un éclairage plus général quand on a besoin de faire quelque chose ou de voir quelque chose, et puis un éclairage plus doux, plus tamisé, avec des petites lampes qui sont posées de part et d'autre. Avant-dernière question, les architectes font souvent des rangements sur mesure. Pourquoi ne pas opter pour des vrais meubles ? Alors, quand on est sur des tout petits endroits, par exemple des studios ou des 2 pièces en ville, le rangement sur mesure, c'est un énorme avantage, c'est qu'on va vraiment aller tirer parti de chaque centimètre carré et on va optimiser ça au maximum. C'est là où le grand meuble peut être une faiblesse sur une petite surface. Après, sur des maisons qui sont plus grandes ou des appartements qui sont plus grands, moi j'aime bien faire un mélange des genres, c'est-à-dire avoir du rangement sur mesure pour tout ce qui est dressing, par exemple, mais j'aime bien aussi pouvoir avoir un buffet, une enfilade, une commode supplémentaire. Ça va donner de l'âme, ça va personnaliser les choses. On a le droit d'avoir envie de garder le meuble de sa grand-mère.
Moi, je trouve que c'est hyper important. Il y a des gens qui ont des meubles de famille auxquels ils tiennent, qui sont pas forcément des trucs de valeur, mais c'est juste parce qu'ils l'ont toujours vu chez quelqu'un, ils ont envie de le garder. Il faut savoir s'en servir. Mais plus on a d'espace, plus c'est facile. Sur des petites surfaces, le tout sur mesure, il est quand même beaucoup plus pratique. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur mesure? Tout? Une bibliothèque, un coin bureau, du rangement, du dressing, un meuble d'entrée, un banc, un meuble de salle de bain si on a besoin, des étagères, absolument tout, justement pour aller essayer, encore une fois, de pouvoir ranger le maximum de choses dans le moins de place possible. Et est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de faire sur mesure? Oui, alors c'est quand même plus cher. Maintenant, il y a plein de solutions aujourd'hui qui sont le fait de faire du semi-mesure, ce qu'on faisait moins avant, c'est-à-dire qu'on va aller utiliser tous les caissons, toutes les étagères, toutes les structures qui sont vendues par les grandes marques, et après on va aller faire fabriquer des portes. Il y a plein de revendeurs de portes aujourd'hui qui font des portes laquées, des portes avec du canage, des portes en bois, des portes toutes différentes les unes des autres, mais qui vont apporter beaucoup de style et qui vont complètement donner un look différent par rapport à un meuble de dressing tout blanc, tout tristoun d'une grande marque. Et ben voilà, là, ceux-là, ils vont les personnaliser et on va pouvoir faire exactement ce qu'on veut, tout en partant d'une base complètement standardisée. Donc ça, c'est super intelligent, ça coûte pas cher. Et en fait, le seul sur-mesure qu'on va apporter, c'est l'adaptation aux murs existants. Ouais, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. C'est super pratique et franchement, chacun peut s'y retrouver et peut réussir à se débrouiller avec. Dernière question, comment s'y reconnaître avec tous les plans de travail qu'on nous propose chez les cuisinistes? L'enfer du cuisiniste. Je vais pas me faire des amis en disant ça. Alors, il faut écouter le cuisiniste un peu, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut quand même revenir à des choses très basiques. D'abord, le prix. Si on n'a pas beaucoup de budget, c'est pas la peine de se lancer sur un truc ultra cher chez un cuisiniste. Vous allez être déçus et au final, ça marchera pas. Donc à ce moment-là, il faut partir sur quelque chose de plus standard, un mélaminé ou ça peut être aussi un bois massif en chêne. C'est plus fragile, mais bon, en tout cas, ça peut quand même avoir une bonne tête, mais faire simple. Après, quand on a un peu plus de moyens, moi j'adore la pierre. Maintenant, les cuisinistes vont vous dire la pierre, ça tâche. La pierre s'attache si on fait pas attention. La pierre s'attache si on laisse traîner des affaires hyper longtemps. Un verre de vin, une rondelle de citron ou qu'on fait tomber sa bouteille de jus d'orange et qu'on passe pas un coup d'éponge. Mais sinon, la pierre, ça reste le matériau naturel. On peut trouver plein de pierres en Europe qui sont très bien sans aller les chercher à l'autre bout du monde. C'est ultra solide, c'est hyper écolo. Moi, j'opte vraiment pour des plans de travail en pierre. Maintenant, si on a vraiment peur que ça s'abîme trop, à ce moment-là, on part sur tous les matériaux composites. Et là, il y a une multitude. Qu'est-ce que tu appelles matériaux composites? Les matériaux composites, c'est souvent justement des matériaux où il y a de la résine qui est mélangée à de la poudre minérale. Donc, ça peut donner un effet pierre, mais c'est de la résine. Ça, ni plus ni moins que du plastique, qu'un dérivé de pétrole. Mais c'est hyper solide, ça craint moins de chaud souvent aussi. Et les cuisinistes ont tendance à vendre ça beaucoup plus facilement parce qu'ils savent que les gens vont pas revenir derrière en leur disant « Oui, mais j'ai une tache sur mon plan de travail et je comprends pas pourquoi. » Mais est-ce qu'on est obligé de passer par un cuisiniste au final? Non, pour son plan de travail. Donc comment on fait si on veut pas passer par un cuisiniste? Les grandes surfaces de bricolage vendent des plans de travail aussi et on peut aussi demander et faire des découpes aussi dans les grandes surfaces pour pouvoir avoir exactement le plan de travail qu'on veut. Ikea, les premiers, le font. Après, le plan de travail, c'est ce qui finit toujours par se voir comparé aux meubles. C'est vraiment une surface qui est importante parce qu'elle est horizontale et visuellement, on la voit beaucoup. Donc, il faut pas faire un truc cheap, mais il faut faire un truc avec lequel on est à l'aise, surtout. Donc, les critères de sélection, quels sont-ils? La solidité, ça reste quand même un truc important. Après, moi, on s'amuse pas à couper sur son plan de travail non plus directement. On a une planche à découper. La résistance au chaud, moi, j'ai toujours du mal à croire que je vais aller poser ma cocotte sur mon plan de travail, même si le cuisiniste vous vante les mérites du matériau en vous disant qu'il y a aucun problème. Naturellement, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas prendre le risque. Moi, j'essaye de prioriser vraiment des matériaux qui sont naturels. Le bois, la pierre, avec les risques que ça comporte. Et qui soient solides et beaux, et qui nous plaisent. Et qui vous plaisent avant tout. Et qui aille avec votre cuisine il ne faut pas vouloir faire quelque chose parce que c'est à la mode. Quelle est la mode du moment?
Quelle est la mode du moment? Tes clients, ils te demandent quoi? On fait pas mal de choses en terrazzo, mais le terrazzo, ça reste... donc c'est un matériau qui est mélangé avec de la poudre de pierre, avec des éclats de pierre, etc., avec du ciment. Donc ça reste pour moi clean. Alors c'est très à la mode, mais j'ai envie de dire ça fait 15 ans que c'est à la mode, 20 ans que c'est à la mode, et puis c'était à la mode dans les années 60, et puis c'était à la mode. Bref, ça a toujours été là. Mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup plus dans les magazines de déco en ce moment. Donc moi j'aime bien, mais c'est fragile. Voilà. Eh ben merci beaucoup Camille, on a appris plein de choses grâce à toi. Parfait, ravie d'avoir pu participer à cette première émission de Ding Dong. Ah oui, on se souviendra de toi du coup. Voilà. Merci Camille. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.